Avec son ultime épisode 9, la série The Amazing Digital Circus est officiellement terminée. Beaucoup de mystères ont obtenu leur réponse, d'autres peut-être pas, mais il y a certainement des choses qui vous ont échappé. Alors après avoir décrypté les 8 premiers épisodes dans une précédente vidéo, il est temps de se pencher sur cet épisode 9. On analysera tous les événements importants de celui-ci et pour pleinement comprendre TADC, on creusera les thématiques et le sens profond que sa créatrice a voulu donner à son œuvre. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui vous allez enfin tout savoir du final de The Amazing Digital Circus. Si vous êtes sur cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez déjà vu l'épisode 9 et je vais donc éviter les longs résumés pour me concentrer sur le plus important. Le dernier épisode de TADC commence par la confirmation d'une des plus grandes théories qu'il y avait autour de la série, les personnages du cirque ne sont que des copies. Des scans cérébraux plus précisément. Ainsi, les vrais êtres humains qui avaient enfilé ce qui est en fait un scanner cérébral sont toujours en liberté, en train de poursuivre leur vie à l'extérieur. Cette révélation, elle donne tout de suite le ton de l'épisode. On peut définitivement tirer un trait sur la mission de s'évader du cirque. Pour nos personnages, pas de fuite possible, pas d'espoir de liberté, il n'y a plus aucune raison de se battre. À vrai dire, ça ne semble pas tant être une surprise pour eux, mais plutôt la confirmation d'une sombre pensée qui les a tous traversés à un moment ou un autre. Et cette révélation, on pouvait nous aussi l'anticiper grâce à plusieurs indices, mais le plus intéressant me semble être le thème principal de l'épisode 2. Centré sur un PNJ exprimant des émotions, la série nous prouvait déjà que l'on peut s'attacher à un avatar numérique. À partir d'un certain degré de conscience, on peut reconnaître dans le personnage une forme d'humanité qui va forcément nous toucher. Quand on apprend que tous les habitants du cirque ne sont que des copies numériques, des entités finalement pas si éloignées des PNJ, ça pourrait enlever toute la saveur de la série qu'on vient de regarder. On pourrait se dire qu'on a passé notre temps à suivre des programmes informatiques sans importance. Mais grâce à cet épisode 2, on a appris à s'investir émotionnellement pour ces personnages qui, même s'ils n'en ont pas le corps physique, gardent toute la complexité d'un être humain. On en revient à l'épisode, puisqu'aucun échappatoire n'est possible, autant améliorer le seul lieu de vie qu'il leur reste. Sur l'initiative de Kinger et Pomni, tous les personnages vont progressivement endurer leur situation en se tournant vers la reconstruction du cirque. Tous sauf Jax qui reste à l'écart, il semble avoir perdu toute envie de jouer les rigolos et d'un jour à l'autre, il atteint le fameux point de non-retour en se corrompant. Un événement montré de la manière la plus brutale qui soit, sans aucune transition, et à mon sens, l'effet dramatique n'en est que décuplé. Car si la corruption est ce qui se rapproche le plus de la mort dans cet univers, on a ici la meilleure façon de la mettre en scène. La mort, c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. C'est soudain, inattendu, sans aucun préavis. Un jour, on a pu partager quelques mots avec la personne sans savoir qu'il s'agissait du dernier échange. Mais même si Jax est désormais corrompu, Pomni va chercher à le comprendre une bonne fois pour toutes. Elle va réussir à aller à son contact en le plongeant dans l'obscurité, la même méthode que Kinger lui avait décrite dans l'épisode 3 quand il avait approché sa femme corrompue. Commence alors une introspection de l'esprit de Jax. On passe par des scénarios imaginaires mettant en scène les corruptions des différents personnages du cirque, et on voit ainsi comment Jax s'invente des façons de réagir toutes plus étranges les unes que les autres pour réussir à encaisser la perte des personnes qui l'entourent. Ça nous confirme que Jax tenait à eux, même s'il l'exprimait tomber dans la friteuse à sa façon. On remarque aussi que l'une des portes est condamnée, on peut être à peu près sûr qu'il s'agit de la corruption de Pomni, un scénario que l'esprit de Jax s'interdit carrément d'imaginer. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur l'animation, mais il faut quand même dire que l'équipe de Glitch s'est encore surpassée. Toute la parodie de Looney Tunes est particulièrement folle visuellement parlant. Pomni accède ensuite à la mémoire de Jax. Elle voit où il se trouvait avant d'entrer dans le cirque, comment sa relation avec Ribbit et Cosmos s'est construite, et surtout comment elle s'est terminée. Toute cette séquence est très efficace. En à peine quelques extraits rapides, on a le temps de s'attacher au personnage de Ribbit, autant voire plus que certains persos présents depuis le début. Et c'est d'autant plus déchirant de voir sa relation avec Jax s'effondrer sous nos yeux. Avec sa scène de confidence, on a enfin toutes les clés pour comprendre Jax et la manière dont il s'est comporté pendant l'intégralité de la série. Il ne s'agit alors pas d'excuser ses comportements, mais de comprendre leurs origines, en l'occurrence sa relation avec ses parents. Pour faire simple et sans rentrer dans de la psychologie trop complexe, des parents doivent en temps normal établir des repères clairs pour leur enfant de sorte à lui donner un cadre stable et sécurisant. Dans le cas de Jax, ses parents ont fait tout l'inverse, le rendant complètement instable et sans repères. On le voit tout au long de la série, il est incapable d'exprimer ses émotions, il n'arrive pas à avoir des relations saines avec les autres et il adopte un comportement autodestructeur, ce qui l'a conduit inévitablement à la corruption. Si seulement j'avais un peu plus insisté. Après avoir exploré sa mémoire, Pomni a droit à un dernier échange avec Jax, l'occasion de lui montrer que malgré tout ce qui a pu se passer, elle tient toujours à lui. Ce sont les meilleurs adieux qu'elle pouvait lui offrir avant de quitter son esprit et de le mettre à l'abri sous une immense tente construite avec l'aide de toute la bande. Vient ensuite la réapparition surprise de Kane qu'on va bien sûr nous expliquer par un flashback. Alors cette scène elle peut prêter à confusion au niveau de la temporalité, puisqu'au sein de ce flashback on va nous mélanger d'autres flashbacks. La mise en scène met en fait en parallèle le Kane du présent, celui qui cherche à rejoindre le cirque, avec le Kane du passé quand il venait tout juste d'être créé. On voit alors le moment où il découvre le fichier du scan cérébral de Mike Doby alias Scratch et qu'il le fait apparaître dans le cirque en 1999.
Pour ce qui est du Kane du présent, il réussit à se connecter à internet par le biais d'un wifi public. Et là, il est important de noter que Kane hésite pendant une seconde à sauter dans ce nouveau monde qu'il vient d'ouvrir. Ça reviendrait à sortir de son code informatique de base et donc quitter définitivement le cirque. Mais il choisit finalement d'utiliser cette connexion à internet pour faire quelque chose de bien plus noble. En effet, ce dernier épisode sert de rédemption au personnage de Kane. Il réalise enfin ce qu'il a fait subir aux habitants du cirque. On découvre alors que ça n'a jamais été lui le sadique qui se prend pour Dieu, mais l'autre IA qui est en lui, la fameuse IA bleue. Kane décide de s'en séparer, abandonnant de ce fait une partie de ses pouvoirs. Il est maintenant prêt à réintégrer le cirque, mais avant ça, on a ce court échange avec la Lune. Je t'aime toujours. T'es pas programmé pour que tu me dises je t'aime. Je sais. Un échange qui met en évidence que Kane n'a jamais eu besoin de forcer les gens pour être aimé. Il rejoint enfin les habitants du cirque et leur dévoile le parcours de leur alter ego dans la vie réelle. Les personnages sont alors rassurés en découvrant que chacun a réussi à suivre la voie qu'ils souhaitaient. Libérés de ce poids, ils sont maintenant prêts à embrasser leur nouvelle vie, tracer leur propre chemin et, avec l'aide de Kane, transformer ce qui était autrefois leur enfer en paradis. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui était important à observer dans cet épisode 9, on est enfin prêt à pleinement comprendre cette série. Pour commencer, on peut se demander quel message faut-il retenir de TADC. Et quoi de mieux que la réponse de Gooseworks elle-même à cette question pour nous guider. That there's meaning to be found in a stagnant life. On peut toujours trouver du sens dans une vie qui ne semble plus évoluer. Quand on remarque que Gooseworks a donné cette réponse en 2024, c'est intéressant d'observer à quel point ce thème traverse toute la conclusion de la série qui, elle, est sortie 2 ans plus tard. Il semble évident que cette fin avait été pensée comme ça probablement depuis le début du projet. Il n'a en fait jamais été question de trouver une sortie pour nos personnages, mais plutôt de les conduire à repenser leur situation, aussi dramatique soit-elle. Dès le premier épisode, on ressent l'angoisse de Pomni d'avoir atterri dans un lieu inconnu avec toutes sortes de personnages et d'événements bizarres qui arrivent autour d'elle. Chaque épisode nous immerge un peu plus dans ce cirque en nous faisant vivre les aventures proposées par Kane, en creusant les mal-être de chacun et en multipliant les mystères plus rapidement que les réponses. La sensation d'enfermement se fait alors de plus en plus ressentir et l'envie de sortir de cette prison devient de plus en plus urgente. Mais le dernier épisode va nous ouvrir les yeux immédiatement. Quitter le cirque n'a en réalité jamais été une option. Dès leur première apparition dans celui-ci, nos personnages n'ont eu en fait qu'un seul choix, accepter et vivre à fond cette nouvelle existence qui leur est proposée, ou ne pas l'accepter et finir inévitablement par une forme de mort cérébrale. Et ce choix, c'est littéralement le même qui, un beau jour, nous a tous été proposé. What? Oui, parce que, jusqu'à preuve du contraire, aucun d'entre nous n'a choisi son lieu de naissance, ni même son apparence, ou encore ceux qui constitueront notre famille. Mais quelle que soit notre vie actuellement, The Amazing Digital Circus veut nous rappeler qu'il nous reste finalement un autre choix, celui de ne pas subir cette vie comme une prison, mais au contraire de réaliser que le champ des possibles est toujours ouvert. Voilà la morale que Gooseworks veut imprimer dans notre mémoire. Vous savez, là où on trouve un truc qu'on appelle les souvenirs. Ça, c'est l'autre thème qui englobe toute la série. Vous aurez sûrement remarqué que le titre du dernier épisode c'est Remember, ou souviens-toi, ces mêmes mots qui traduits en russe donnent Pomni. Un nom qui sonne d'abord un peu aléatoire, mais qui est en fait une clé de lecture indispensable. Pendant toute la série, les personnages ont souhaité sortir du cirque pour retrouver leur vie à l'extérieur. N'ayant plus aucun souvenir de leur prénom, ils ont été tourmentés par leurs souvenirs restants. Les choses qu'ils ont fait avant d'arriver ici, ou au contraire le regret des choses qu'ils n'ont pas pu accomplir. En découvrant enfin la vérité, en apprenant que leur vie à l'extérieur s'est bel et bien poursuivie et de la meilleure façon possible, le final inverse la dynamique des personnages. Ils n'ont maintenant plus à courir après leurs souvenirs passés, mais au contraire se concentrer sur le présent. Et c'est là que les deux thématiques se rejoignent. La seule chose dont ils doivent vraiment se souvenir, c'est d'apprécier ce qu'ils ont maintenant. Des amis sur lesquels ils peuvent compter, le pouvoir de vivre toutes les aventures qu'ils peuvent imaginer, et finalement une forme de liberté qu'ils sont les seuls à avoir la chance d'expérimenter. Alors qu'ils pensaient avoir tout perdu, ils ont en fin de compte tout ce qu'il faut pour redonner du sens à leur vie actuelle. En terminant son œuvre de cette manière, il est intéressant de noter que Gooseworks a fait un choix radical par rapport à son inspiration principale. Je parle ici d'I Have No Mouth and I Must Scream, la nouvelle qui a servi de référence majeure pour TADC. Pour rappel, il s'agit d'une histoire post-apocalyptique où une IA surpuissante du nom de AM maintient en vie les quelques humains restants en les condamnant à une éternité de torture. Les similarités avec la série de Glitch sont claires et au premier abord, la fin de TADC est elle aussi très ressemblante à celle de I Have No Mouth. Les humains parviennent à obtenir une conclusion plus ou moins heureuse, sauf l'un d'entre eux qui connaît un triste sort. Mais outre cette ressemblance globale, il y a quand même un changement majeur qui concerne Kane.
Durant l'épisode 8, Cain affirme sa toute-puissance en se déchaînant sur les personnages du cirque. À ce moment précis, il semble être devenu aussi cruel qu'A.M. dans I Have No Mouth, et on peut penser qu'il est en train de développer le même genre de haine envers les humains. Mais avec l'épisode final et la révélation que les accès de violence de Cain provenaient de l'autre IA qui est en lui, TADC se démarque définitivement de son inspiration. Et symboliquement, le moment où Cain retire l'IA bleue pour la laisser partir, on peut le voir comme la séparation claire et nette avec le personnage d'A.M. dans I Have No Mouth. Là où ce dernier a toujours profondément haï la race humaine qui a causé son existence, Cain lui ne comprenait juste pas les humains et leurs besoins émotionnels. Le virage qu'il prend dans ce dernier épisode en fait donc l'antithèse complète de A.M. Avec l'aperçu qu'il a pu avoir de leur monde d'origine, il réalise enfin ce qu'il leur a fait subir. Il comprend que malgré tous ses pouvoirs, il ne peut pas recréer la magie spontanée propre aux humains, et qu'en tant que maître des lieux, le mieux qu'il puisse faire c'est de les préserver. Maintenant, je sais que ce final n'a pas plu à tout le monde, principalement à cause du fait qu'il laisse en suspens un peu trop de mystère. Certains personnages qui apparaissent sur les portes ne sont jamais montrés ni même nommés, à part Scratch et Pomni, on ne sait pas dans quel contexte les personnages ont enfilé le scanner cérébral, on a au final très peu d'informations sur l'IA bleue, pareil pour Bubble, il disparaît sans avoir de vraies conclusions, et tout plein de portes laissées ouvertes dans le scénario ne semblent jamais avoir d'éclaircissement. On peut aussi noter ce qui semble être des maladresses ou des oublis, par exemple dans le dernier épisode, pourquoi le Cain du passé a sous la main 10 fichiers esprit alors que dans le groupe initial il n'y a que 7 personnages. Si on remonte à l'épisode 5, c'est assez étrange que les persos racontent pour la première fois leur vie en dehors du cirque. Ils ont passé plusieurs années ensemble avant l'arrivée de Pomni et ils sont censés avoir déjà eu beaucoup d'occasions de se raconter ces choses-là. C'est bizarre également que Cain ne pose pas plus de questions à Kinger qui est littéralement l'un de ses créateurs. Et justement, qu'est devenu CNA? Pourquoi leurs bureaux sont à l'abandon et pourquoi il reste au moins une machine qui tourne encore? Alors si on se rend sur les réseaux comme X ou le Tumblr de Gooseworks, on aura quelques réponses à ces questions. Concernant CNA justement, Goose a écrit que c'est Cain qui a causé la fermeture de la boîte. On peut aussi s'interroger sur la corruption de Scratch qui semblait mijoter une révélation importante dans l'épisode 7. Scratch, la première corruption. Wow, c'est pas du tout ce que j'ai dit! On n'y revient jamais dans la série, mais sur Tumblr, Goose nous apprend que Cain a essayé de réparer le cerveau de Scratch pour le rendre heureux, ce qui a finalement causé sa corruption. C'est également sur ces réseaux que Goose a plus ou moins confirmé l'identité de genre de Jax, l'appelant par le pronom elle. Dans la série, ce pronom n'est jamais utilisé pour Jax, on a juste quelques indices qui laissent comprendre qu'il a un attrait pour la féminité, mais qu'il ne l'assume pas du tout. Le fait que beaucoup d'informations ne se trouvent pas directement dans les épisodes mais dans des réponses de Gooseworks sur ces réseaux, ça peut être perçu comme une faiblesse de la série. On peut pointer du doigt un manque de développement. La plupart de ces informations ne sont pas indispensables à la compréhension de l'œuvre, mais elles étoffent l'histoire. Si on est complètement ignorant de tous ces ajouts externes, qu'on ne suit que les épisodes sans rien regarder à côté, l'univers de la série peut paraître un peu creux et mal défini. Maintenant, il faut garder en tête que certains mystères n'attendaient pas forcément de réponse. Sur Tumblr, un fan avait justement demandé à Gooseworks quels détails ont été surinterprétés par les spectateurs, ce à quoi elle avait répondu « toutes les blagues de la série ». On comprend ainsi que plusieurs moments bizarres qui semblaient cacher quelque chose ne sont probablement que des blagues qui n'appelaient pas spécialement d'explications supplémentaires. Des petits détails amusants à observer mais sans aucune importance scénaristique. Et en fin de compte, la déception de certains fans par rapport au final montre surtout qu'ils sont passés à côté du propos de l'œuvre. Car quand on connaît les thématiques principales de TADC, ce dernier épisode il ne sera décevant que pour ceux qui n'ont pas saisi l'essence même de cette série. Le sujet principal de TADC, ça n'a jamais été le cirque ou le mystère derrière sa création. Le sujet principal, ça a toujours été ses personnages et leurs conflits internes. Même si plusieurs pistes ont laissé croire que la récompense viendrait forcément d'une révélation extérieure, la série cherchait depuis le début à montrer que le changement devait être intérieur. Puisqu'on l'a vu, pour chaque personnage dans le cirque, leur véritable enfermement n'est en fait qu'émotionnel. Ça va de la culpabilité à la solitude en passant par le refus de faire confiance et l'incapacité à accepter leurs nouvelles conditions. Tous ces obstacles peuvent être levés dès lors qu'on fait évoluer notre point de vue. Le dernier épisode se termine ainsi par un banquet en écho à la fin du premier épisode. Sauf que là où Pomni était au bord du craquage mental dans celui-ci, elle affiche désormais un sourire d'apaisement. Une scène qui résume finalement toute la série, le monde autour d'elle n'a pas changé, c'est son regard sur ce monde qui a évolué. Ainsi, malgré des sujets profondément dramatiques, The Amazing Digital Circus véhicule finalement un beau message d'espoir. Même quand on pense avoir tout perdu, il est toujours temps d'explorer le monde, faire de nouvelles expériences et créer de nouveaux liens. Peu importe notre situation actuelle, il est toujours temps de redonner du sens à notre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des nouvelles pistes de réflexion sur cette série qui est, ma foi, très intéressante. Après ma vidéo qui couvrait les 8 premiers épisodes, il fallait bien compléter ça par une analyse du grand final. Et d'ailleurs, je vous recommande cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, avec celle-là vous aurez vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette série. La chaîne va prendre une petite pause, donc profitez bien de vos vacances et on se retrouve d'ici fin août pour la reprise des vidéos. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. Tu veux vraiment savoir ce que je veux, hein? La possibilité d'avoir des relations sexuelles.